Retour sur Direct Gestion, c'est parti pour une demi-heure de débat. Mes invités ce matin, Aymeric Didet, le directeur de la gestion sous mandat de SPGP. Bonjour. Et à ma gauche, Philippe Béchade, Agora, la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors messieurs, comme de tradition, on va démarrer par commenter cet édito que vous avez peut-être entendu, plus 18% en 3 mois, mais attention, ça ralentit, 7,5% en janvier, 7,5% en février, un petit 2%, à moins qu'on ait une flambée sur 2 jours. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce qu'on est en train de voir les premiers effets d'une diminution? Est-ce que les bonnes nouvelles sont dans les cours? Alors en tout cas, c'est plutôt positif. On voit qu'on a une vraie dynamique depuis le début de l'année. On pourrait presque dire un petit peu aussi un rattrapage, puisque l'année dernière, on n'avait pas fait grand-chose sur les actions en France notamment. Donc aujourd'hui, on a une politique de la part de la Banque Centrale Européenne qui est extrêmement accommodante et qui va favoriser les entreprises et les actions. Donc aujourd'hui, on a eu ce rattrapage depuis le début de l'année. On a un environnement économique qui s'améliore en France, une Banque Centrale qui est extrêmement, on va dire, accommodante, et on a des perspectives pour les entreprises qui continuent de s'améliorer. Donc oui, on a une très belle performance depuis le début de l'année, c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui on est à la fin du cycle, il faut prendre ses bénéfices et se mettre à l'abri? Je ne suis pas sûr. On peut avoir une petite consolidation de quelques pourcents, c'est ce qu'on a été en train de vivre encore la semaine dernière, mais attention, on peut aller plus haut aujourd'hui sur les marchés actions en France. Ça, c'est notre point de vue aujourd'hui. Philippe Béchade, Agora, la Bourse au quotidien, vous avez un œil critique sur cette économie, sur cette flambée. Comment vous analysez justement ce début d'année extrêmement performant? Est-ce qu'il a vraiment une réalité économique? Aucune réalité économique, en tout cas rien de comparable en proportion. En ce qui concerne la politique très accommodante de la BCE, je ne vais pas y revenir. C'est la simple continuité du cycle d'injection monétaire qui a commencé en mars 2009 avec la Fed, repris ensuite à partir de 2013 par la Banque centrale du Japon. Ensuite, Madame Yellen passe le relais à M. Draghi. En fait, les liquidités, quand elles sont déversées à New York, quelques millisecondes plus tard, elles sont à Londres, quelques millisecondes plus tard, elles sont à Singapour et Hong Kong. Les liquidités se déversent absolument partout. Alors, la différence, c'est que... Donc vous dites que il n'y a pas d'effet marché finalement, c'est uniquement les liquidités aujourd'hui qui tirent les performances. À 100%, oui, je pourrais même dire 120 ou 150%. Vous regardez par exemple le volume des bénéfices distribués en France depuis 5 ans. Il y avait eu un pic en 2010 avant que l'affaire grecque nous plombe un petit peu pendant 2-3 ans. En fait, on est revenu à peu près au niveau de distribution des bénéfices de 2010. Vous avez un CAC 40 qui a plus que doublé. Alors évidemment, je ne parle pas du CAC 40, le CAC 40 que l'on voit aux journaux de 20 heures. Je parle moi du CAC 40 Global Return, celui qui a le même mode de calcul que le DAX, donc le seul qui soit vraiment comparable. Donc où il y a les dividendes réinvestis, voilà, et qui a aussi un niveau record. À dividende égal, les cours ont doublé. Bon, voilà, c'est tout, on paye plus cher. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, est-ce que ça peut aller plus haut? Je partage tout à fait l'avis d'Aymeric. Effectivement, puisqu'on est drivé par les flux, ça peut aller plus haut. Il n'y a évidemment pas à se poser la question de savoir si c'est raisonnable par rapport à l'économie réelle. Ça ne l'est plus depuis très très longtemps. Sur les biotech, on est à 50 de PER moyen. Alors bien sûr, la moyenne, on me dira, oui, mais vous avez quand même des biotech qui gagnent beaucoup d'argent et d'autres qui sont en devenir. Enfin, n'empêche que l'on paye volontiers 50. Et quand on nous dit que le CAC 40 se paye 17 fois aujourd'hui et le S&P 20 fois, on nous dit oui, mais ça reste encore raisonnable par rapport au pic qu'on a pu connaître en mars 2000. Sauf que quand vous regardez les portefeuilles des gérants aujourd'hui, ils ne sont pas sur les titres qui sont à 13-14 fois. Ils ont tous majoritairement, ils achètent tous majoritairement ceux qui sont entre 20 et 30, c'est-à-dire les Essilor, les L'Oréal, toutes les blue chips que l'on doit absolument détenir en gestion. Ça se paye cher, mais ça continue à grimper. Alors le PER, on rappelle pour les téléspectateurs, le ratio cours sur bénéfice qui a effectivement à 16-17 fois les bénéfices, donc au-delà de la moyenne de long terme. Est-ce que c'est un indicateur, puisqu'on a un gérant sur le plateau, que vous regardez? Pour vous, est-ce que ces valorisations sont élevées?
Alors, c'est un des indicateurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder. C'est qu'il n'y a pas que le PER aujourd'hui. Toutes les entreprises ne peuvent évidemment pas se valoriser par cet indicateur, puisque toutes les entreprises ne font déjà pas de bénéfices ou ne distribuent pas de bénéfices. Tout à fait juste. Donc, il est très clair que ça fait partie. Type les biotech qui ont un résultat extrêmement faible. Beaucoup de sociétés. Et on notera d'ailleurs dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que beaucoup de gérants possèdent encore des valeurs défensives dans leur portefeuille, qui ont beaucoup monté, qui ont très bien résisté pendant les périodes de crise. Et aujourd'hui, dans un environnement économique qui semble quand même un tout petit peu s'améliorer, on est peut-être un tout petit peu plus à aller voir de nouvelles rotations sectorielles et de voir les investisseurs reprendre un peu de risque et donc délaisser petit à petit les valeurs défensives qui ont continué de très bien performer depuis le début de l'année et qui vont peut-être, ce qu'on dit, un petit peu laguer, c'est-à-dire être un petit peu en retard par rapport aux performances futures d'autres secteurs d'activité un tout petit peu plus cycliques ou bancaires, par exemple. On va revenir justement sur les secteurs et vos choix, Aymeric, mais je reviens sur la remarque de Philippe. Pour vous, est-ce qu'il y a une réalité économique ou justement c'est uniquement les flux, et c'est vrai qu'ils sont nombreux entre les QE du Japon, de l'Angleterre. Il est très clair qu'il y a une vraie logique de flux. Il y a très clairement une logique de flux puisqu'on inonde le marché de liquidité depuis des années. Donc ça, c'est une réalité. La chose nouvelle, c'est qu'on commence à le faire également en Europe. Donc ça, c'est nouveau. Ce matin, on nous annonçait même que la Chine allait probablement mettre en place une politique accommodante de quantitative easing. Donc oui, la logique de flux, elle est clairement là. Par contre, ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a aussi une logique économique. C'est que petit à petit, on commence à voir des statistiques économiques qui s'améliorent. On voit le chômage qui baisse aux États-Unis. On voit un tout petit semblant de reprise en Europe dans certaines zones, certains pays de la zone euro. Maintenant, c'est extrêmement faible et ça demande à être confirmé pour justifier d'aller un tout petit peu de l'avant. Ce qu'on voit par contre, c'est que les entreprises ont restructuré correctement leur bilan et qu'aujourd'hui, elles sont prêtes à aller rechercher de nouveau de la croissance. Ça, c'est un élément extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on achète en valorisant les entreprises à des niveaux comme ceux qu'on a aujourd'hui, c'est la croissance future. Et aujourd'hui, on voit qu'on a un potentiel qui peut nous aider à les porter les marchés actions un tout petit peu plus haut. D'accord. Philippe Béchade, le quantitative easing, alors ça on peut toujours ergoter et voir est-ce que ça a eu des effets, notamment aux États-Unis, 3 000 milliards déversés, est-ce que la situation s'améliore réellement? Donc interrogation également en Europe. En revanche, il y a des effets qui sont clairs, c'est quand même l'euro qui chute, donc on regagne de la compétitivité, et puis le prix de l'énergie également. Donc ça a quand même des effets positifs sur l'économie, qu'en pensez-vous? C'est le fameux alignement des planètes, dont on peut dire que le pays précurseur, c'est le Japon. C'est celui qui importe le plus, même 100% de son énergie, 100% des métaux industriels et autres composants. L'Europe, bon, un petit peu de gaz, un petit peu de pétrole grâce à l'Écosse et grâce à la Norvège. Donc, regardons ce qui se passe au Japon. Est-ce que l'alignement des planètes qui existe là-bas depuis déjà longtemps, avec un yen très faible, avec des salaires qui ne progressent pas, avec des prix des matières premières qui ont chuté, qu'est-ce que ça donne au Japon, cet alignement des planètes? Ça donne une rechute de 3,4% de la production industrielle au mois de février. Ça ne marche pas. Si c'était aussi simple, depuis 6 ans, on aurait des résultats fantastiques. D'ailleurs, un des reproches que je me fais, si vous voulez, c'est de me dire qu'au bout de 3 ans, en 2012, quand on s'est aperçu que les QE ne relançaient ni l'inflation, ni véritablement l'emploi, ni véritablement l'activité industrielle, on aurait pu se dire, puisque ça ne marche pas, on va arrêter et essayer autre chose. Ça ne marche pas, donc conclusion, c'est qu'on n'y a pas été assez fort, donc on y va de plus en plus fort pour toujours moins de résultats. En ce qui concerne l'emploi aux États-Unis, c'est un sujet qui m'est très cher, sur lequel je me suis penché avec mes amis iconoclastes. Et aux États-Unis, le principal créateur d'emplois en 2014, c'est pas l'industrie, c'est pas la Silicon Valley, c'est pas les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ce sont pas les intégrateurs, ce ne sont pas les concepteurs de nouvelles applis pour le dernier iPhone, etc. Le premier employeur aux États-Unis a été Uber. Uber, premier créateur d'emplois aux États-Unis. Et là, ce sont en fait des emplois d'auto-entrepreneurs. Donc on rappelle ce que c'est Uber, d'un mot? Ce sont ces véhicules que l'on peut
Donc chacun peut devenir taxi. Chacun peut devenir taxi. Il faut avoir une voiture. En rentrant dans le réseau Uber, donc votre taxi, il est identifié et localisé par GPS. Vous avez l'application et toute personne rentre l'application Uber et va commander un taxi. Et c'est celui qui sera le plus proche du lieu où il a été appelé qui va donc se présenter. Donc Uber a créé combien d'emplois? Aux États-Unis, l'année dernière, c'est plus de 60 000. Oui, mais vous dites que c'est pas la nouvelle économie, mais pourtant c'est à la base d'ailleurs la valeur. Oui, non, mais on est d'accord. Ce n'est pas un emploi salarié. La protection sociale, il faut se la faire soi-même. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Moi, je n'ai rien contre les gens qui travaillent, qui ont décidé de travailler Uber. Mais quand on dit que l'emploi repart aux États-Unis, c'est pas un emploi généré par le BTP, c'est pas un emploi généré par l'industrie de pointe. Le principal créateur d'emplois, c'est Uber. Et le deuxième, vous allez voir, c'est assez étonnant, c'est encore lié au transport routier, parce que là, ce sont les chauffeurs de poids lourds, les fameux 6 essieux, et on en a besoin énormément, puisque entre le Dakota du Nord et les raffineries, on n'a pas encore mis en place les pipelines qu'il fallait, donc on a besoin de transporter beaucoup de pétrole par la route. Alors, c'est vrai que dans l'alignement des planètes, il y a le fait que le dollar ayant progressé symétriquement, le prix du pétrole s'est mis à baisser. Et puis aujourd'hui, bien sûr, ces fameux champs de pétrole du Dakota du Nord rentrent vraiment aujourd'hui à pleine capacité de production. Donc il y a une surproduction de pétrole énorme. Je pense que c'est de l'ordre de 2 ou 3 millions de barils par jour. Donc c'est très très lourd. C'est très important puisqu'on rappelle une production mondiale environ 84 millions de barils par jour. Donc là, c'est vrai que c'est 1 à 2%. Le tiers étant absorbé par les États-Unis en termes de consommation. Donc on a là aux États-Unis structurellement une offre de pétrole qui va devenir qui va demeurer très 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 forte. Pourquoi? Parce que les puits que l'on creuse aujourd'hui avec de nouvelles techniques sont beaucoup plus rentables. Donc alors on va vous annoncer qu'on en a fermé plein, c'est normal, puisqu'ils ont une durée de vie très courte, 6 mois, 1 an. Donc de toute façon on les ferme. Et ceux qu'on met en production sont beaucoup plus productifs. Donc on va avoir un surcroît d'offres avec moins de puits. D'accord. Voilà. Je voulais vous faire réagir, Aymeric, justement sur ce que disait Philippe et la création de jobs, mais on pourrait presque parler de mini-jobs un petit peu comme ce qui se passe. Ce sont des emplois supplémentaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des emplois sur le long terme, comme on a l'habitude de les voir, mais c'est ce qu'on appelle l'innovation économique. C'est-à-dire que historiquement, on pensait qu'on allait recréer de l'emploi pérenne qui allait durer et qui est un emploi qui allait être très stable. Aujourd'hui, on voit que ce modèle-là n'est plus le modèle à favoriser dans les économies modernes. Et c'est ce qu'on peut appeler l'innovation. L'innovation, c'est ce qui est à la base de toute croissance pérenne sur le long terme. Or, on a vu des innovations technologiques dans le passé, et aujourd'hui, on voit des innovations économiques également. C'est-à-dire que l'innovation l'économie ne fonctionne plus comme avant. C'est-à-dire qu'on n'injecte pas on baisse pas des taux pour faire repartir la croissance, ça marche plus. On ne fait pas que injecter des liquidités. On voit bien ce qui s'est passé au Japon, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut avoir de l'innovation économique, et on voit que dans l'innovation économique, l'emploi, qui est une des grands facteurs pour pouvoir avoir une croissance pérenne sur le long terme, n'est plus à prendre comme on l'a vu par le passé, avec juste une création d'emplois égale de la croissance derrière, de la consommation et donc de la croissance, y compris aux États-Unis où 2/3 du PIB est quand même lié à la consommation, et donc on ne consomme que si on a un emploi. Donc il y a des nouvelles donnes en matière économique à prendre en place. L'emploi en est une. Par contre, il ne faut pas stigmatiser en disant oui, c'est des emplois pas pérennes, donc c'est pas une reprise viable et longue sur le long terme. On ne sait pas. Je pense que, voilà, exactement. C'est des choses dont on est dans l'inconnu économique. Donc, il faut le prendre comme on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que l'emploi est reparti, que les ménages consomment aux États-Unis, que les réformes structurelles ont été faites. Donc on peut avoir l'espoir d'une reprise de la croissance un petit peu plus pérenne que ce qu'on a eu pendant les 3 à 5 dernières années. Donc oui, vous allez me dire donc que la consommation n'est pas encore extrêmement forte. Non, elle se dégrade depuis décembre. Mais parce qu'on consomme, je pense, différemment. Avant, dès qu'un Américain avait de l'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait une voiture, il refaisait sa maison et il consommait tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, il épargne. Oui. Il consomme un tout petit peu moins, il consomme mieux. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir une consommation pérenne et qui n'est pas j'achète tout de suite, immédiatement, je me mets un crédit à la consommation immédiate? Non, sur le long terme, je ne suis pas sûr que ça soit viable. Souvent endetté avec les cartes de crédit à 110%, plus les mortgages. Et on sait que les effets que ça a eu. Il y a un petit peu de ça avec la baisse
des carburants. Depuis octobre-novembre dernier, un véhicule sur deux qui se vend aux États-Unis est un SUV, un 4x4. Et je pense que 1 sur 3 affiche plus de 3 litres de cylindrée. Alors j'ai une statistique qui est très très parlante. La consommation aux 100 km, malgré tous les progrès qu'on a fait au niveau mécanique, économie, à force d'acheter de très grosses cylindrées depuis la deuxième partie de l'année 2014, la consommation aux 100 km est remontée au niveau où elle était en 1987. Les Américains font quand même beaucoup vroom vroom depuis que les prix du carburant baissaient. Bon, je dis ça, c'est une anecdote, mais enfin, elle est quand même assez symptomatique. D'accord, on va y revenir justement dans un instant. Ça sera la suite du débat. On fait une courte pause, messieurs.